C'est un peu expérimental, mais ça me fait trop plaisir et en plus, tu vas nous apprendre plein de choses. Je m'appelle Marine, je suis étudiante en Master 2 de psychologie et à côté, je suis sur Insta, j'ai un compte un peu dédié au fitness, un mode de vie sain, etc. Et voilà, je fais plein de choses dans ma vie, je fais du sport, du yoga, de la danse, j'ai un chat totalement fou. Et du coup, aujourd'hui, tu viens nous parler d'hyperphagie, parce que c'est quelque chose que tu as traversé toi à un moment ou peut-être que tu es encore dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup? Alors moi, moi, ça fait 2 ans que je suis dedans. Enfin, au début, ça commence toujours doucement et à la fin, ça augmente beaucoup. Et du coup, bah là, ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi, un truc comme ça. Tu veux que j'explique ce qu'est l'hyperphagie? Ouais, j'aimerais bien parce que tu vois, même moi, je faisais pas la différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est toi qui m'as expliqué. J'aimerais beaucoup ouais, que tu nous expliques ce que c'est et que tu nous donnes aussi la différence parce que c'est hyperphagie boulimique versus boulimie. C'est ça. Alors, en fait, il y a 3 TCA. Il y en a que 3. C'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'hyperphagie, pour faire simple, c'est comme la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de phénomène de compensation. Donc, il n'y a pas de vomissement, pas de prise de laxatif, pas de compensation par le jeûne, par le sport. Et du coup, l'hyperphagie, c'est souvent… Par exemple, il y a beaucoup de boulimiques qui sont en sous-poids parce que même si elles mangent énormément, elles se font vomir ou elles compensent. Alors que les hyperphagiques, souvent, elles ont un poids normal, voire un peu au-dessus, parce qu'à côté, elles ne compensent pas du tout. Mais c'est quand même la même chose, c'est des crises, on avale des milliers de calories en une fois, c'est des pulsions. Et en fait, c'est aussi considéré comme une addiction. La boulimie et l'hyperphagie sont aussi traités dans des centres d'addictologie parce Ok. qu'on devient addict à la bouffe comme on peut l'être à l'alcool ou à la drogue. Ça a exactement les mêmes mécanismes. On appelle ça du craving. Donc, c'est des pulsions qui sont irrépressibles et on va avoir aussi le phénomène de manque. Si on n'a pas fait de crise pendant quelques jours, on va ressentir le manque, on va être irritable, on va transpirer, on va trembler, etc. Et la différence avec la boulimie, c'est qu'il n'y a pas du tout de phénomène de compensation. Pour qu'on parle un petit peu des quantités, etc., c'est sans commune mesure avec un de tes potes qui vient et qui te dit moi aussi je fais de l'hyperphagie, il m'arrive de m'enfiler 3 tablettes de chocolat, quoi. Ah C'est bah ça, moi, hein. dans une crise, en moyenne, genre bah là, la dernière crise que j'ai faite, c'était hier, malheureusement. Et en une crise, j'ai mangé 3 tablettes de chocolat, j'ai mangé 4 pizzas, une plaquette de beurre, un pot de sucre entier, j'ai mangé une tarte pour 8 personnes, j'ai mangé 500 grammes de gâteau au chocolat. Enfin, c'est des milliers de calories. Enfin, moi, une fois, pendant une semaine, j'ai calculé les calories de mes crises pour essayer de plus me rendre compte de ce que je mangeais. Et en moyenne, mes crises tournaient entre 6 000 et 11 000 calories. Et Ok. c'est une crise qui est en max 2 heures. Donc ça, c'est avalé en 2 heures. Et tout le monde me dit, ouais, mais comment tu fais? C'est pas possible, ton corps, hein, il y a un moment, il peut pas. Et en fait, au fur et à mesure des crises, malheureusement, ton estomac, il s'habitue. Et maintenant, aujourd'hui, je ressens plus aucune sensation de faim ou de satiété. Parce que, genre, quand je suis au resto avec des amis et que je mange, bah moi, à la fin du plat, j'ai encore faim parce que c'est pas la quantité que je suis habituée à manger. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on peut manger des quantités aussi impressionnantes. C'est parce que notre corps, il est habitué. Tu as commencé il y a 2 ans. Il y a un phénomène déclencheur de ça. J'ai jamais été très à l'aise avec mon corps de base. Je veux dire, donc ça aide pas. Déjà, quand t'as un terrain où t'es pas à l'aise avec ton corps, ça aide pas du tout. Et en fait, je suis partie sur l'île en master 2 psycho, alors qu'avant j'étais sur Angers et que de base je viens de Bretagne. C'est un peu compliqué, je bouge un peu tout le temps. Et je me suis retrouvée toute seule dans une ville que je connaissais pas. Les cours ne me plaisaient absolument pas. Avec l'université de Lille, ça se passe très très mal depuis. Enfin, ça s'est toujours passé très mal. J'ai vécu une rupture au bout de 4 ans. Donc, ça a été. Enfin, déjà que j'étais dans un lieu qui me plaisait pas, la rupture, ça m'a. Et j'ai perdu ma meilleure amie qui est décédée à l'âge de 28 ans. Et du coup, ça m'a encore cassée et je sais pas, il y a un moment où j'aurais pu me tourner vers n'importe quoi d'autre, j'aurais pu me tourner vers l'alcool, la drogue, les soirées, je sais pas quoi. Et en fait, c'est la nourriture, comme j'ai toujours été très gourmande, c'est la nourriture qui est venue. Et du coup, bah, c'était vraiment genre, je me sentais vide et j'avais ce besoin de combler ce vide. Sauf que bah, c'était pas un vide de nourriture et du coup, la nourriture ne me comblait pas. Et du coup, je continuais, je continuais, je continuais. Et dès que je rentrais le soir chez moi, je me sentais tellement triste, tellement seule et aucun respect. Du coup, fallait que je me remplisse, quel que soit le truc. Et je mangeais pas par plaisir ou quoi que ce soit. C'était juste, dès que j'avais une émotion triste ou ce genre de choses, c'était direct. C'était la nourriture qui prenait.
D'accord. Donc, c'est manger ses émotions, plus, 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 plus. Sauf qu'au début, ça a commencé en mode un peu calme. Enfin, genre, c'était pas vraiment décrit. Je mangeais 3 tablettes de chocolat en une journée. C'était beaucoup, mais voilà. Et en fait, c'est au fur et à mesure que c'est comme la drogue, en fait. Quand tu prends, genre, tant de cachets, tu ressens les effets. Sauf qu'au bout de, je sais pas, 2 semaines, bah, ton corps, il s'habitue. Tu as besoin d'augmenter. Ton corps s'habitue. Tu as besoin d'augmenter. Bah, moi, ça a été pareil. C'était petit à petit. Et au fur et à mesure, j'ai eu besoin d'augmenter. Et en fait, la crise qui m'a vraiment fait basculer dans le hard de l'hyperphagie, j'avais passé une très mauvaise journée et en général, les crises, je faisais toujours chez moi, au calme, j'avais pas tant que ça de nourriture. Et en fait, il y a une journée où j'ai fait la tournée des boulangeries de Lille et j'en ai eu pour, je crois, 120 euros de dépenses en boulangerie. Ok. Et c'est vraiment la journée où mon corps s'est rendu compte de la quantité de ce que je pouvais avaler. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est parti vraiment plus en vrille parce qu'il a compris que je pouvais manger des quantités astronomiques et que je pouvais, comme ça, acheter dans les magasins, aller dans les restos, ce genre de choses. Donc, en plus, c'est un trouble, c'est un TCA qui coûte cher. 300 euros par mois de nourriture, c'est ce que je m'étais fixé à la base. Et pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, à cause de mon hyperphagie, il y avait des semaines où je dépensais 250-300 euros par semaine de nourriture. Ok. C'est compliqué. C'est comme la boulimie. L'hyperphagie et la boulimie, c'est un truc qui coûte aussi cher parce qu'on a les mêmes mécanismes, on a les mêmes crises. C'est juste l'après-crise qui est différent. Moi, mon après-crise, je la passe dans mon lit, tordue de douleur, parce que mon ventre est énorme. Les boulimiques, qui vont vomir ou compenser. Mais sinon, c'est la même chose, c'est les mêmes crises. Tu parlais du coup des courses, etc. Donc ça, c'est pas des choses que tu planifies, c'est sur le coup, j'imagine. Comment ça se manifeste pour toi? Je vais donner un exemple, en fait, tout simplement. J'ai des petits soucis avec la fac en ce moment et du coup, je suis un peu stressée, je suis pas très, très bien. Et genre, il y a des matins où je suis toute seule à l'appart et je vais commencer à manger. Et je vais me dire au début, ouais, allez, tu te fais un petit déj, tu te prends un café tranquille au calme avec le chat. Et en fait, ça démarre pour un petit déj, 2, 3, 4. Et là, je pars en crise. Et sauf que chez moi, il n'y a pas assez pour la crise. Et du coup, genre, mon corps, enfin, je peux plus le contrôler. Et dans ces cas-là, mais je mets la première chose qui me tombe sous la main, même limite, j'y vais en pyjama. Ça m'est déjà arrivé d'y aller en pyjama. Et je pars dans la rue et je vais acheter, je vais aller dans la première boutique que je trouve. Je vais faire des commandes Uber Eats à gogo. Et je vais acheter tout ce qui passe, tout ce qui passe, tout ce qui passe. Sur le chemin du retour, je vais commencer à manger. Dès que j'arrive à la maison, je mange, etc. C'est vraiment ce phénomène-là. Et du coup, ça devient dangereux parce que, par exemple, sur l'île, j'avais des crises parfois qui commençaient à 4h30 du matin. Sauf qu'à 4h30 du mat, il n'y a rien qui est ouvert. Et je sais qu'il n'y avait qu'une boulangerie qui ouvrait à 5h du mat et qui était dans le quartier hyper craignos de Lille. Et ça m'est arrivé des masses de fois d'y aller en pyjama avec un couteau dans la main, une bombe lacrymo dans l'autre, juste pour rejoindre la boulangerie et pour pouvoir m'acheter à manger. Donc, c'est à partir du Eh moment où ben, tu es en wow. crise et il te faut à manger, mais tu iras faire tout ce qu'il faut, même s'il faut que je fasse 15 kilomètres pour trouver à manger, je ferai T'es 15 inarrêtable. kilomètres. C'est vraiment inarrêtable. Enfin, on peut stopper une crise. Moi, je sais que ma famille a déjà tenté de stopper des crises. Mes amis ont déjà tenté de stopper des crises quand ils me voyaient commencer à manger. Sauf qu'une fois que je suis à un point de non-retour, tu peux autant que tu veux stopper la crise. Elle stoppera pendant 2 heures. Mais une fois que cette personne-là sera partie, je partirai en crise. Une crise qui a commencé ne peut pas être arrêtée. Vraiment, c'est D'accord. impossible. Dès mes 12 ans, on m'a dit que je vais perdre du poids, alors que à 12 ans, je faisais quoi? Je faisais genre 54 kilos pour 1m60. Je faisais le poids que je fais aujourd'hui, à 12 ans. Et à 12 ans, on m'a dit, il faut que tu perdes du poids. On m'a envoyé voir une diététicienne pour perdre du poids. Et je me dis, mais si déjà, à 12 ans, on inculque cette idée-là aux jeunes filles, comment est-ce que tu veux qu'après, elles se sentent bien et qu'elles se sentent à l'aise dans leur corps? Comme le fait que toutes les pubs là, anti-cellulite, ce genre de choses, alors que la cellulite, on en a toutes, le fait qu'on complexe sur nos vergetures, enfin, déjà, il y a la pression de la société qui nous fait totalement plonger parce que ton corps, si tu ne ressembles pas à une Barbie, t'es nul, personne t'aimera. C'est un peu ce que la société nous dit. Et il y a aussi tous ces phénomènes, donc un peu comme je disais, addictifs, c'est quand tu te sens mal, forcément tu vas te diriger vers quelque chose et du coup, là, il faut couper le phénomène addictif. Le souci de ces maladies des TCA et notamment de l'hyperphagie qui n'est pas très connue, c'est qu'aujourd'hui, tu es en errance médicale totale et on dit d'aller voir un psy, tu vas voir un psy, ça marche pas. On dit d'aller voir un psychiatre, tu vas voir un psychiatre, ça marche pas. J'ai été voir 2 hypnothérapeutes, donc au moins 3 ou 4 psys plus psychiatres. J'ai pris ce médicament-là. Euh, j'ai essayé de faire de la relaxation, ce genre de choses. Et tu essayes des milliards de trucs et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Et, et c'est compliqué parce que comme c'est une maladie psychologique et que les gens qui n'ont jamais vécu ça
ils ont du mal à pouvoir t'aider, même les médecins. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein d'anorexiques qui rechutent, que les hyperphagiques sont absolument pas très peu pris dans le parcours de soins. Et Mhm. voilà. Toi, au niveau de ton témoignage personnel, est-ce que tu as fait face à des professionnels de santé qui justement n'avaient pas les armes pour ça, parce qu'ils connaissaient pas comment ça se présentait, enfin, ce trouble-là, on va dire? Alors en soi, tout le monde connaissait l'hyperphagie. C'est juste que, en tout cas, les psychiatres que j'ai vus, les psychiatres ne sont pas très bien formés à la psychologie, ce qui est dommage. Et malheureusement, les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale et pas les psys. Du coup, les gens vont voir les psychiatres. Sauf que les psychiatres, ils ont fait médecine et une spécialisation en psychologie. Alors que nous, en tant que psychologue, on a fait 5 ans de psychologie. Et du coup, on s'y connaît beaucoup mieux. Et moi, j'ai déjà des psychiatres qui m'ont déjà dit ouais, mais fais un effort, c'est toi qui manges. Donc, si c'est toi qui manges, tu peux t'arrêter de manger. Ah oui, bon, un peu dur. Ou un psychiatre qui m'a dit que, il m'avait dit quoi celui-là? Il m'avait dit qu'en gros, j'essayais de revivre un traumatisme que j'avais vécu enfant et c'était juste pour m'amuser à faire souffrir mes parents et pour recevoir de l'attention que j'étais malade. Et j'étais là en mode, enfin, mec, j'ai 22 ans, ça fait depuis mes 17 ans que je vis plus chez mes parents, enfin, j'ai que ça à faire de tomber malade par rapport à mes parents, quoi. Et, ou un autre qui m'a dit, ah bah désolé, comme vous avez un poids normal, on refuse de vous soigner parce qu'on juge que vous n'êtes pas vraiment en danger. Sauf qu'en soi, l'hyperphagie, il y a des tonnes de risques. Enfin, je risque la rupture gastrique pendant mes crises parce que je mange tellement qu'il y a des hyperphagiques qui meurent parce que leurs organes explosent. Euh, Sans compter les prises de sang, le diabète, le cholestérol, le fait que souvent pendant mes crises, je fais des malaises, du coup je tombe, je suis déjà tombée plusieurs fois sur la tête, ce genre de choses. Et non, le mec il m'a dit, bah écoutez, vous êtes en poids normal, donc non. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu une méconnaissance parce qu'effectivement, le corps est pas fait pour métaboliser autant de nutriments en si peu de temps. Ça c'est clair. Hein. C'est la chrononutrition, c'est pas rien. L'idée, c'est justement de pas prendre une bombe calorique d'un coup et on voit déjà les effets délétères. Rien que tu vas te taper un gros fast-food derrière, le coup de barre il est monumental et puis il y a plein d'effets qui suivent. Donc forcément, ouais, forcément, il y a Après, des je veux effets revenir sur un néfastes. truc qui est important parce que, enfin, il y a tout type de personnes qui regardent ta chaîne YouTube et c'est important de le dire. On passe forcément par une phase entre gros guillemets d'hyperphagie quand on est anorexique. Quand tu es anorexique, ton corps est tellement en sous-poids, tellement il n'y a pas de gras en fait. Et il y a un moment où ton organisme va vraiment avoir besoin de cette nourriture et à partir du moment où tu vas lâcher un peu prise sur la maladie, le corps va se jeter sur cette nourriture-là et c'est normal. Il ne faut pas que les jeunes filles qui sont anorexiques et qui passent par cette petite hyperphagie-là se mettent à flipper, essayer d'arrêter, etc. Tant que tu n'as pas repris un poids normal, il faut juste que tu écoutes ton corps. Ok, tu fais des crises monumentales comme moi j'ai pu faire, mais si c'est une hyperphagie entre guillemets basique de par l'anorexie, quand tu vas atteindre ton poids normal, ça va se stabiliser en fait. Ton corps demande. Et du coup, il faut faire attention aux jeunes filles. Moi, j'ai des jeunes filles anorexiques qui viennent me contacter sur Insta en me disant oh, je vis la même chose que toi, machin, ça s'arrête pas, etc. Et je lui dis ok, c'est quoi ton IMC? Et la fille, elle me répond souvent 11-12. Je dis, mais voilà, tu es à 11-12 IMC, c'est normal que ton corps ait besoin de ça, en fait. Laisse ton corps faire, c'est ultra dur. Je sais que c'est ultra dur. Mais tu verras quand tu atteindras les 18-19 d'IMC, qui est jugé comme normal, même si l'IMC, blablabla, c'est pas si important que ça change rien. Quand ton corps remettra à fonctionner normalement, que tu auras tes règles, etc., là, on en reparlera si ça continue. Mais souvent, ça s'arrête. Super Faut faire attention. intéressant. Et tu vois, on en a parlé avec Alissa. La vidéo va sortir ce soir. Sur son anorexie et tout, et elle m'expliquait que les crises d'hyperphagie, comme elle les nommait, en tout cas les moments où elle mangeait beaucoup plus que d'habitude, l'ont justement permis de se sauver un peu de ça. Tu vois, alors ça sera pas dans la vidéo parce que je coupe un petit peu partout pour que ça fasse un petit peu plus dense, mais on en a parlé en off et elle m'expliquait justement que l'hyperphagie l'a sauvée quelque part ces moments-là où justement elle s'est jetée sur la nourriture, elle culpabilisait. Donc c'est pour ça que ton message il est super important et super intéressant. Ce que tu nous expliques, c'est que c'est pas ad vitam aeternam et que ça peut être un réflexe normal du corps à ce moment-là parce que c'est un besoin. Oui. Parce que surtout au niveau de la matière grasse, enfin, je veux dire, c'est le gras dans notre corps, enfin, pas de la matière grasse, la masse grasse, c'est le gras dans notre corps qui nous permet de fonctionner, et notamment pour les femmes, c'est hyper important d'avoir leurs règles. Et si tu n'as plus tes règles et plus de gras pendant un moment, forcément, tu peux pas te dire, mon corps va me laisser tranquille. Toutes les anorexiques passent par là. Si elles tiennent trop longtemps dans la maladie, à un moment, le corps, il va dire merde, et là, tu vas
te jeter sur tout ce qui bouge et c'est obligé. C'est obligé C'est et il ne faut ça. pas essayer de lutter comme ça parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, même si moi, c'est pas la même chose, mais plus tu luttes contre les crises, plus tu as des crises. Et surtout, plus tu compenses. Parce que moi, au début, j'ai essayé de compenser, hein, j'ai essayé de faire du sport, etc. Et sauf que je me rendais compte que peut-être je mangeais peut-être 2000 calories dans mes crises. Plus je faisais du sport, plus mes crises augmentaient. Et c'est aussi aujourd'hui à cause de ça que mes crises sont aussi importantes. Donc, les jeunes filles qui souffrent d'anorexie et qui vont essayer de compenser par le sport, le jeûne, etc., etc., les crises vont être encore plus fortes parce que ton corps est intelligent. Et une fois qu'il a décidé qu'il voulait te faire reprendre du poids, tu pourras jamais lutter contre ça. Donc, il faut vraiment qu'elle lâche prise là-dessus, qu'elle passe par là. Et c'est aussi ça qui va les sauver, qui va faire qu'elles vont retrouver leurs règles, qui va faire qu'elles vont pouvoir avoir des enfants un jour, qu'elles vont pouvoir bien fonctionner, avoir des beaux cheveux, des bons ongles, etc. Donc, c'est vraiment important de passer par là. Et du coup, c'est vrai que tu vois justement l'aménorrhée, enfin tous ces symptômes-là. On va en parler aussi avec, je sais pas si ça te parle, la triade de la sportive. Tu sais, les sportifs vraiment de haut niveau qui ont des fragilités osseuses, absence de règles, etc. En fait, c'est un gros signe qui peut être précurseur, si c'est pas encore arrivé, de problèmes ultérieurs ou alors de problèmes déjà installés. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je change un petit peu de sujet sans transition. Quel a été l'impact de ça pour toi par rapport à ta famille, à ton entourage, si on a eu à ta vie sociale? Ben, déjà, moi, j'ai parlé assez rapidement de mon hyperphagie à mes proches. Mes parents ont mis 5 mois à me croire. Et en fait, ce qui a fait qu'ils m'ont cru, c'est que j'ai fini par faire des malaises et prendre le médicament dont je te parlais qui était très, très dangereux. Et donc, c'est le moment où vraiment je faisais des malaises, j'étais dans le mal, etc. Que là, mes parents se sont dit, ah, peut-être qu'il y a un problème. Mais ils ont mis 5 mois à me croire parce que comme les gens, alors j'en veux pas du tout à mes parents, enfin juste comme les gens en général, ils disent, mon père il me répondait, oui, enfin ça va, nous on a pris l'apéro et on a bien mangé aussi ce soir, tu vois. Hmm. Et du coup, ils ne me croyaient pas. Et comme je ne vis pas avec mes parents, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, pendant des mois, j'étais genre, je me sentais hyper seule dans ma souffrance parce que personne ne me croyait. Et les gens, enfin, pour eux, c'était tellement, enfin, je sais pas, ils ne me croyaient pas, ils ne me voyaient pas faire de crise, ça n'avait pas d'impact physique tant que ça. Et c'est vraiment au moment où ça a commencé à se voir, au moment où j'étais fatiguée, je faisais des malaises, etc., que là, mes parents m'ont cru. Donc aujourd'hui, je suis hyper bien accompagnée à ce niveau-là. Genre quand je rentre chez mes parents, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, ma mère, elle planque tout ce qui est gâteau, sucreries, chocolat, elle planque tout. Elle cache ça dans sa chambre et tout. Elle fait attention à pas faire trop de stock, même si pendant le confinement, c'était un peu plus difficile. Mais ils font vraiment attention à ça. Et puis, ils sont hyper sympas. Genre, le matin, parfois, ils me voient arriver et parfois, ils voient l'état de la cuisine et ils ont compris que j'avais fait une crise. Et dans ces cas-là, ils sont hyper sympas avec moi. Donc au niveau familial, c'est cool. Maintenant, je suis hyper bien accompagnée. Il faut vraiment juste, les personnes qui sont hyperphagiques, il faut en parler. Genre, un moment, asseyez-vous avec vos parents et expliquez. Moi, c'est ça, je leur ai dit, voilà ce qui se passe pendant mon hyperphagie. Je leur ai montré des vidéos sur Internet, je leur ai montré des posts de filles sur Insta qui souffraient d'hyperphagie, etc. Et c'est ça, juste expliquer les choses et ils vous croiront normalement, au bout d'un moment en tout cas. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, j'ai caché à Instagram, alors que sur Insta, j'ai toujours été très vraie. Et je postais plus, je mettais quasiment plus aucune story. Je montrais jamais mon corps parce que mon corps a beaucoup changé. J'ai pris énormément de poids et c'était hyper honteux pour moi d'être là-dedans. J'en parlais à aucune de mes amies. En plus, enfin, comme j'étais sur l'île et que mes amis sont pas forcément sur l'île, ils voyaient pas les changements sur mon corps non plus. Et parce que c'est hyper honteux, l'hyperphagie, c'est tu te dis, je me cache pour manger des quantités astronomiques. Genre, quand je suis au resto ou avec des gens, je mange normalement. Et dès que je suis toute seule, je vais m'empiffrer de tout ce qui passe. En plus, comme les gens ne comprennent pas, tu te sens hyper seule. Et du coup, j'en parlais pas. Et finalement, en décembre, je me suis dit, enfin, tu peux plus cacher ça à tout le monde, ça devient une trop grosse part de ta vie. Et puis les gens, ils voient bien, enfin, j'avais pris quasiment 15 kilos, enfin voilà, il y a un moment, ça se voit. Et du coup, j'ai fait une longue story sur Insta. Euh, c'est là où tout le monde a réagi. Donc là, j'ai informé tout Instagram. Et comme j'avais plein d'amis qui me suivaient sur Insta, bah, ça a fait une pierre deux coups. Du coup, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont appris. Et aujourd'hui, si je rencontre des gens dans la rue, enfin pas dans la rue, c'est débile. Si par exemple je rencontre des gens, je me lie d'amitié avec eux, je vais pas parler de mon hyperphagie parce que je juge que je ne me définis pas par ça. Euh, mais je vais en parler peut-être d'ici
4, 5 mois, quelque chose comme ça. Je vais finir par en parler parce que forcément, c'est quand même une partie de moi, mais j'en parlerai pas au premier abord en tout cas. Et du coup, alors, tu en as parlé sur les réseaux sociaux, tu as fait ces fameuses stories. Tu m'as dit justement en off aussi que tu as reçu plein de messages de soutien, d'encouragement, mais aussi beaucoup de jeunes filles ou peut-être de jeunes garçons également qui traversent ces troubles-là. Et aujourd'hui, du coup, une partie de ton activité sur Instagram est aussi de sensibiliser à ça, de donner des conseils et d'aider dans cette direction-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, comme je te disais, j'en parle surtout en story et très peu en post, ou en tout cas, c'est des posts qui sont assez cachés. Parce que sur Instagram, il y a beaucoup de haters. Moi, je sais qu'il y a des gens, surtout en ce moment, qui ne veulent pas que du bien sur Insta. Enfin, voilà, j'ai des messages pas très, souvent pas très gentils. Je suis souvent visée en story. Et du coup, il faut faire attention si, en tout cas, vous parlez de vos troubles du comportement alimentaire sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas bienveillant sur les réseaux sociaux. Et plus on a des comptes un peu grands et plus on a des haters et des messages de haine. Moi, des messages de haine, j'en reçois tous les jours, que ce soit des incitations à Ok. la mort, ce genre de choses, vraiment tous les jours. Donc, il faut faire vraiment attention. Et du coup, aujourd'hui, j'en parle beaucoup en story. Enfin, non, pas beaucoup en story, mais si j'en parle qu'en story quasiment. De temps en temps, je montre un peu à quoi ressemblent mes crises. Je montre des textes que j'ai écrits après mes crises. Souvent, après mes crises, je me sens vraiment mal et du coup, j'écris beaucoup sur mon téléphone. Donc voilà, c'est aussi ça que je veux faire. C'est déjà que les personnes qui souffrent d'hyperphagie, de boulimie ou même d'anorexie se sentent moins seules et puis se dire que bah, on est plusieurs à vivre la même chose et à la fois pour que les personnes qui n'en souffrent pas puissent comprendre ce que c'est et puissent aider s'ils ont des proches qui en souffrent. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me contactent en disant bah voilà, j'ai mon ami qui souffre d'hyperphagie, j'ai jamais compris cette maladie, j'ose pas trop lui poser de questions, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et du coup, c'est moi qui vais l'aider en lui disant à quoi ça correspond et comme ça, il sera plus à l'aise avec son proche qui en souffre, quoi. Tu as acquis une expérience autour de ça, à travers différents prismes de lecture de plein de gens qui viennent te parler, etc. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu as essayé? Qu'est-ce que tu as mis en place pour lutter, entre gros guillemets, contre ça, si c'est faisable, ou l'accepter? Alors déjà, pour moi, l'étape numéro un, c'est de se faire aider par un psychologue ou par un psychiatre. De préférence, un psychologue, si vraiment c'est trop cher, machin, un psychiatre spécialisé dans les TCA. Parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. Tout le monde n'a pas, enfin, même s'il y a les mêmes fonds, voilà, il y a des petites différences. Donc, si on ne comprend pas d'où ça vient, de toute façon, on ne pourra pas le soigner. Donc, déjà, ça, c'est l'étape numéro un. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est arrêter d'essayer de compenser les crises, parce que ça ne marche pas, et essayer de pas forcément l'accepter non plus, parce que je vais quand même essayer de lutter contre mes crises. Si je sens qu'il y a une pulsion qui arrive, je vais essayer de me changer les idées, de faire autre chose. Mais une fois que la crise est passée, juste déculpabiliser, se dire, OK, je ne suis pas un monstre, même si c'est difficile de ne pas dire ça, mais se dire, OK, je ne suis pas un monstre, je souffre d'une maladie, c'est pas moi, c'est comme une sorte, moi je représente ça souvent comme une araignée noire dans mon cerveau, et c'est elle qui me fait faire ça, et faut pas que je m'en veuille de ça, faut pas, c'est une époque où, après mes crises, je me frappais, je mettais les vêtements les plus serrés que j'avais juste pour me punir d'avoir fait cette crise-là. Euh, donc non, il faut être bienveillant envers son corps parce que c'est en étant bienveillant envers son corps que petit à petit, les crises vont diminuer. Et aussi, ce qui est très important, c'est si par exemple on a envie de manger, faut manger. Faut pas se dire ah non, il est 15 heures, c'est pas l'heure de manger ou ah non, j'ai déjà pris du gâteau au chocolat ce matin. Il faut manger parce que si tu te dis non, je vais pas manger ce gâteau au chocolat ou tu es au dessert au resto, tu vas rien prendre alors que ta famille prend un dessert, que toi tu as envie d'un dessert mais que tu prends pas parce que machin, etc. Tu vas rentrer chez toi, tu vas en prendre 15 des desserts. Donc il faut vraiment écouter son corps, écouter ses envies alimentaires. Et moi, je sais que si un soir j'ai envie de me faire une pizza, bah, je me fais une pizza. Et c'est pas en me disant, oh non, machin, je vais grossir, etc. Parce que moi, j'ai pris plus de 15 kilos en moins de 6 mois. Donc, la prise de poids, enfin voilà, elle est compliquée à vivre pour moi. Mais si maintenant j'arrête ou j'essaye de faire attention à ce que je mange, je suis foutue parce que les crises, elles vont me rattraper 2 fois plus. Donc, ce qui est important, c'est écouter ses sensations, manger quand on a envie de manger. Si on sent que la crise arrive, essayer de faire des trucs pour la passer, même si c'est pas. Souvent, ça marche pas, mais genre, essayer d'aller dehors, essayer de danser, appeler quelqu'un, etc., ça peut aider. Du coup, il y a ça, être bien entouré. Et aussi, moi, ce qui m'aide un peu, c'est accepter mon corps. Aussi, moi, ça m'a aidé de me poser une question quand je suis pas bien, c'est genre, qu'est-ce que ça m'apporte d'être mince ou d'être dans un poids, de faire un 34 ou un 36? En soi,
Ça m'apporte quoi? Rien. Si je fais un 38, il va se passer quoi dans ma vie? Et il y a aussi quelque chose que je me dis souvent, c'est un jour, je vais être vieille. J'aurai peut-être 80 ans. Je serai pas très bien. Peut-être je serai proche de la mort, j'en sais rien. Et à ce moment-là, je me dirais quoi? Est-ce que je me dirais, oh, c'est génial, j'ai fait un 34 toute ma vie? C'est pas ça que je me dirais. Les souvenirs que j'aurais, c'est les souvenirs que j'ai eus avec mon futur mari, avec mes enfants, les voyages que j'aurais faits, les bons restos que j'aurais découverts, les amis que j'aurais eus. Et c'est pas de me dire, oh tiens, j'ai pesé tel poids de tel âge à tel âge. Oh tiens, mon corps, il ressemblait à ça. Oh, j'avais de la cellulite. Enfin, à la fin, de toute façon, on finit tous vieux et ridés. Enfin, est-ce que les gens, ils pensent vraiment qu'aujourd'hui, les vieux, ce qui les importe, c'est quel poids ils avaient eu quand ils étaient jeunes? Ben non, c'est Mm. ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient créé dans leur vie. Donc là, tout le temps qu'on passe à se pourrir la vie dans les troubles du comportement alimentaire, c'est du temps qu'on passe pas à faire de voyages, à voir des gens, à faire des trucs cool dans notre vie. Donc, enfin, pour moi, ce que je vis actuellement, c'est un peu du temps que j'ai l'impression qu'il file sans moi et qui se perd. Et du coup, c'est pour ça que je veux m'en sortir au plus vite parce que c'est pas ça la vie. Enfin, voilà, pour toutes les jeunes filles qui sont encore assez bloquées sur le poids, etc., de toute façon, un jour, on va tous finir vieux, on va tous mourir, donc autant profiter de la vie et pas se préoccuper des choses aussi futiles que le poids et l'aspect de ta peau, quoi. Donc le message, c'est dédramatiser, arrêter. C'est aussi un truc que je prône à fond. On est à fond dans le moment présent. C'est bien, c'est super d'être dans le moment présent. Mais parfois, il faut se dire, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On évolue, on évolue. Et ce qui est important, ce que je te disais un peu, c'est vraiment ça, c'est l'esprit, c'est la façon dont on se perçoit. Et il y a des personnes comme ça, d'ailleurs, il y a eu des témoignages, ça serait intéressant d'en avoir, de personnes qui étaient soit en surpoids, soit anorexiques ou quoi, et qui se sont retrouvées à un poids tout à fait normal, classique, je ne sais pas si ça existe un poids normal, mais à un poids auquel ils aspiraient, et qui n'étaient pas plus heureux en bout de course. Finalement, c'était pas forcément ça, quoi. Dernière question pour toi, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à l'hyperphagie? Bah, aujourd'hui, c'est plus déjà, j'ai accepté l'hyperphagie dans ma vie. Je sais que ça fait partie de ma vie. Je sais que voilà, que je dois l'accepter. Je me suis un peu détachée de mon image de mon corps. Je me dis, OK, je prends du poids, voilà, c'est comme ça. Et puis je me dis, de toute façon, ma valeur, elle se définit pas à mon poids. Donc, l'image de mon corps, je m'en détache. C'est juste essayer de diminuer les crises parce que c'est compliqué. Genre, je suis fatiguée, je dépense beaucoup d'argent, je perds beaucoup d'argent là-dessus. Donc, c'est plus pour ça que je vais arrêter mes crises. Et donc, aujourd'hui, mes crises, j'en ai encore beaucoup. En moyenne, j'en ai une tous les 2, 3 jours. Et c'est des très grosses crises, donc ils me mettent vraiment dans le mal. Mais je sais que c'est aussi parce que là, je suis dans une mauvaise passe, que peut-être dans 1 ou 2 semaines, ça aura passé et que je vais rediminuer. Mais c'est plus, j'essaye d'apprendre à faire avec, de me mettre le moins en danger pendant mes crises. Je fais mes crises en général chez moi, je suis toujours près d'un lit. Comme ça, si je tombe dans mon lit. Donc voilà, j'essaye de faire attention. Je connais les mécanismes, je sais quand je vais partir en crise. Donc j'essaye de faire des trucs pour éviter ça, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'aident. Vraiment, j'ai plein d'amis qui souffrent de la même chose que moi et qui m'aident beaucoup. Et j'essaie juste de, je me dis juste, je traverse la tempête et un jour, tout reviendra en ordre. Il faut juste que j'attende et que je continue de me battre et un jour, ça ira mieux, quoi.